Alors, vous avez tous vos bâtons près de vous pour être prêts à la belle présentation qui s'en vient. On se souvient que vous avez vos bâtons, on peut faire nos exercices en écoutant Max. Aussi, on va pouvoir se dégourdir en même temps, comme nous l'a enseigné hier Pierre-Luc. Donc, on va pouvoir déjà mettre en pratique ces bons conseils. Alors, donc, on vient de donner quelques technicalités. Effectivement, si vous avez des questions, on les écrit dans le chat. Et Priscilla va être notre porte-parole pour pouvoir être sûr que que vous avez réponse à vos questions. Je me présente rapidement. Je suis Dominique Dufault. Je suis chiropraticienne depuis 40 ans dans la région de Québec. On parlait hier de l'Institut de performance Typetest. Alors, je suis certifiée TPI, comme on dit, certifiée de l'Institut de performance. Et ça, j'en parlerai davantage dimanche. Et on a posé beaucoup de questions au niveau des exercices. Donc, jeudi, vous allez avoir une rencontre avec Sylvie Chetagne qui va vraiment vous donner un programme à faire déjà à la maison avant la saison. Et je reparlerai d'exercices un peu plus spécifiques dans la rencontre de dimanche. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut entendre surtout, c'est évidemment l'ajustement des bâtons. Je dois avouer, Maxime, que moi, j'ai un bâton dans mon sac, mon bois 5. Je ne sais pas si c'est mon meilleur ami parce qu'à chaque fois que je le prends, j'ai des problèmes. Alors, j'ai pensé le vendre des milliers de fois. Je l'ai gardé. Alors, j'ai bien hâte de t'entendre pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec des bâtons qui ne sont pas le meilleur fit. Ou en tout cas, je verrai selon tes recommandations. J'ai bien hâte de t'entendre. Alors, je cède la parole à Max Beaulieu, qui est aussi co-fondateur de B2 Golf, comme Pierre-Luc hier. Alors, je vais te laisser le privilège, Max, d'en dire un peu plus sur ta carrière de golfeur et ta passion du golf et de nous enseigner tout ce que tu veux nous démontrer dans la petite heure qu'on a ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique. Premièrement, j'aimerais te féliciter pour, comme Pierre-Luc a fait hier, pour la belle initiative que tu as fait pour le sommet web de golf. Ça va vraiment être intéressant de voir plusieurs intervenants, plusieurs spécialistes de nous parler de vraiment différentes sphères de notre passion. Comme vous l'avez dit, je suis l'associé à Pierre-Luc Bergeron chez B2 Golf et pour More Birdies aussi. Je joue au golf depuis mon jeune âge, je joue au golf depuis l'âge de près de 7 ans. Ça fait une trentaine d'années que le golf fait partie de ma vie, fait partie de ma passion. J'ai eu la chance de faire le programme sport-études. J'ai joué pour le Rouge et Or, puis pour les Patriotes de l'université à Trois-Rivières. Donc, j'ai eu la chance de vraiment passer beaucoup de temps sur le terrain comme junior, puis de compétitionner à un niveau universitaire. Puis après mes études, le golf était ma passion. Donc, j'ai décidé de tourner pro. Pas nécessairement tourner pro au niveau de la compétition. C'est sûr que la gestion d'une entreprise, la gestion d'un club de golf, puis de se spécialiser vraiment au service des passionnés, au service des golfeurs. C'est ce qui m'intéressait. Fait qu'avec les années, je me suis spécialisé un petit peu plus dans le volet produit, pour vraiment aider les gens à améliorer leur jeu. Je suis encore un petit peu dans le volet de l'enseignement. Je coach l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR, qui est le campus de Lévis et le campus de Rimouski depuis plus de 10 ans. J'ai quand même gardé ce volet-là de coaching, mais vraiment depuis plusieurs années, je me spécialise un petit peu plus dans l'équipement de ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du fitting. C'est vraiment ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Puis, un petit peu comme vous et Pierre-Luc, je suis certifié aussi TPI. Donc, je suis professionnel depuis une dizaine d'années. Je suis classe A aussi. J'ai été chercher mon niveau supérieur de professionnel. Donc, ça fait en sorte que je suis vraiment, vraiment content aujourd'hui d'être avec vous et de pouvoir partager mes connaissances avec vos auditeurs. Donc aujourd'hui, comme on mentionnait, on va parler de fitting, on va parler d'ajustement de bâton. On ne parlera pas nécessairement seulement à 100% de bâton, on va parler plus de fitting aussi, d'équipement, parce qu'on dirait que les gens pensent souvent fitting, pensent souvent au bâton ou au driver, mais ça va aller plus loin que ça. Fait que
C'est sûr que je ne veux pas y aller non plus nécessairement trop spécifiquement, admettons, au niveau du fitting. Ça va vraiment être un petit peu plus général. Je veux vous montrer qu'est-ce que nous, on travaille ici chez B2 Golf, puis qu'est-ce que le fitting est important pour les différents golfeurs. Fait que ça va être un survol. Fait que c'est sûr que si les gens, des fois, ont des questions un peu plus spécifiques, on va leur répondre. Mais honnêtement, j'ai quand même beaucoup de contenu pour vous aujourd'hui pour vous parler vraiment de l'importance de la technologie puis du fitting dans la passion du golf. Puis, ces technologies-là, ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de les utiliser comme n'importe quel autre sport. Tu sais, si on regarde des volets, des sports comme le vélo, si on regarde comme la course, tu sais, la technologie est vraiment imprégnée dans ces différents sports-là, comme le golf. Fait que l'ajustement de bâton, tout ce qui est le volet fitting est vraiment, vraiment important, autant au niveau professionnel qu'au niveau amateur. Et si tu veux peut-être nous donner une petite parenthèse pendant que tu continues Oui. aussi sur la particularité, moi, c'était de B2 Golf, le centre Oui. quand même qui est assez, Oui. je ne sais pas si on peut dire unique, mais quand même très particulier. Il n'y en a pas beaucoup des centres comme ça à travers le Canada. Non, effectivement, comme Pierre-Luc vous mentionnait hier, si les gens ont vu la conférence de hier, nous, on est un centre d'entraînement. On est un centre d'entraînement qui est ouvert 12 mois par année. On a à 100% les mêmes services que les différents clubs de golf. Puis, dans la zone que je suis présentement, on est dans le centre de performance chez B2 Golf. C'est un centre de performance par TaylorMade. Donc, il y a 8 centres de performance que TaylorMade ont au pays. Fait que, mettons, de l'Ouest canadien jusque dans les maritimes. Fait que nous, on dessert vraiment l'Est du Canada et l'Est du Québec. Puis on est le seul centre d'ajustement avec TaylorMade qui est géré par B2 Golf. Tous les autres centres sont gérés par des gens de TaylorMade directement. Nous, pour l'Est, on a été formés par TaylorMade pour vraiment offrir l'expérience client de l'ajustement de bâton directement ici à Québec. Par contre, la petite particularité qu'on a, vu qu'on des fois on est un plus petit marché, c'est qu'on a accès à toutes les autres compagnies dans notre centre d'ajustement. Fait que oui, on fit beaucoup avec la compagnie principale avec laquelle on travaille avec TaylorMade Golf Canada, mais on a accès dans notre centre d'ajustement d'avoir des compagnies comme Titleist, Ping, Callaway, Cobra. Fait que ça nous permet de pouvoir comparer différentes technologies, puis c'est ce qui est vraiment plaisant du service qu'on peut offrir ici à B2 Golf à Québec. Puis le fait que les différents centres sont à l'intérieur, il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce qu'à l'intérieur versus à l'extérieur? C'est sûr qu'à l'intérieur, ce qui est le fun, c'est qu'on peut fitter 12 mois par année, 24 heures sur 24, on contrôle vraiment à 100% l'environnement. Fait qu'on contrôle la balle, la température, etc. Puis avec toutes les différentes technologies qu'on a, les différents radars qu'on utilise, c'est précis à la verge près, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Est-ce que ça répond bien à votre question, Dominique? Tout à fait. Oui, Ouais, c'est assez bien comme on est privilégié. Oui. Puis, il y a une question qui revient beaucoup au niveau du fitting, c'est que le fitting, là, c'est vraiment un aspect de votre jeu qui est vraiment super important. Puis on se fait dire souvent moi, je pense que le fitting, c'est juste fait pour les pros, je suis pas assez bon pour me faire fitter, etc., etc. Puis souvent, la réflexion qu'on a à ce niveau-là, c'est que les meilleurs joueurs au monde, je pourrais leur donner n'importe quel équipement, ils sont tellement bons. Ils sont vraiment capables de jouer la normale ou jouer en bas de la normale, qui utilisent des bâtons d'hommes, femmes trop longs, trop courts. Ces gens-là ont tellement des belles habiletés que oui, le fitting est vraiment super important pour eux. Versus des golfeurs qui sont amateurs, je pense que le fitting est encore plus important. L'ajustement de l'équipement est vraiment plus important. Pourquoi? Parce que les gens ont un petit peu plus d'erreurs dans leur swing de golf. Puis avoir des bâtons bien ajustés pour eux va juste leur permettre de frapper la balle un petit peu encore mieux dans le centre de la face, d'avoir encore un petit peu plus de plaisir sur le parcours. Fait que selon moi, l'importance de l'ajustement, que ce soit des bâtons ou de l'équipement, est encore plus importante
pour les gens qui sont amateurs versus les gens qui sont professionnels. Par contre, les gens qui sont professionnels, qui gagnent leur vie, veulent avoir des fittings ou des ajustements de bâton à la fine pointe parce que c'est vraiment, c'est des petits coups de différence qui font en sorte que quand on gagne ou qu'on perd le tournoi. Fait que c'est vraiment important pour vraiment toute la clientèle des golfeurs. Fait que ça, c'est vraiment une question que tout le monde nous pose. Fait que c'est vraiment super important qu'aujourd'hui d'utiliser la technologie pour qu'on ait quand même le droit à 14 bâtons dans le sac quand on parle au niveau des bâtons de golf. Puis c'est super important que ces bâtons-là soient bien ajustés, que ce soit pour votre physionomie ou que ce soit pour votre swing, pour s'assurer que partie après partie, parce que veut pas, quand on commence sur le parcours au premier trou, tout le monde est scratch ou tout le monde est even. Fait qu'il n'y a personne qui a fait d'erreur. Puis le golf, c'est quand même un jeu d'erreurs. Fait qu'on va finir notre parcours avec le moins d'erreurs possible. Fait que plus qu'on est capable d'avoir accès à cette technologie-là, d'ajustement de bâton, on est capable de créer un petit peu moins d'erreurs dans notre partie, avoir plus de plaisir. Puis ce qu'on se rend compte beaucoup, c'est que les bâtons qui sont ajustés, oui, les gens payent pour le service d'ajustement, mais les bâtons ajustés sont exactement le même prix que les bâtons que vous allez acheter sur le rack. Fait qu'il il y a vraiment un avantage à aller chercher des bâtons qui sont ajustés, qui sont faits pour notre physionomie. Je vois qu'il y a des mains levées. Oui. C'est sûr que là, je parle toute seule. Oui, non, c'est qu'il y a plein de questions. Alors, ouais. je ne sais pas si tu préfères nous donner peut-être justement, là, est-ce qu'on achète, je ne sais pas si tu veux donner une partie de contenu ou on va tout de suite avec les questions. C'est comme tu préfères. Effectivement. Fait que nous, un petit peu comment on fonctionne, si on parle d'ajustement de bâton, comment on fonctionne ici chez B2 Golf, c'est qu'on fonctionne au début un petit peu plus. Fait que dans le fond, au niveau des ajustements, on va être capable d'ajuster en différentes sections. Fait qu'on est capable, dans les bâtons, dans nos 14 bâtons, fait qu'on ajuste les fers, on ajuste les wedges, après ça, le driver, les bois d'allée et le putter. Puis chaque section est vraiment très importante à être bien ajustée. Fait que si on regarde un petit peu au niveau de l'ajustement des différents fers, fait que c'est sûr que comme Pierre-Luc nous mentionnait hier, Pierre-Luc me mesure 5 et 6, moi je mesure 6 et 2. C'est sûr et certain que Pierre-Luc est capable de frapper avec mes bâtons, je suis capable de frapper avec les siens, mais c'est sûr et certain qu'on n'a pas le même type de bâton. Moi, mes bâtons sont un petit peu plus longs, sont un petit peu plus upright, fait que l'angle de l'impact est un petit peu différente. Pierre-Luc sont un petit peu plus courts, un petit peu plus flat, pour faire en sorte que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut maximiser vraiment l'impact du bâton. Fait qu'on veut s'assurer que la semelle du bâton arrive le plus droite possible pour que la balle est dans la direction où est-ce qu'on veut aller. Puis quand on regarde un fer, ce qu'on veut regarder quand on fit un fer, on va regarder le type de tête qu'on va utiliser. Il y a comme deux types de têtes que les compagnies utilisent. Il y a des bâtons, des fois des matériaux de fer qu'on appelle forgé. C'est un bâton qui est un petit peu plus mou. C'est un bâton qui se bouge un petit peu plus. Fait que c'est un bâton qui est fait plus pour le feeling, un petit peu moins de technologie à l'intérieur. Puis il y a des bâtons qu'on appelle casse. C'est des bâtons qui sont moulés, qui fait en sorte qu'on est capable d'utiliser un petit peu plus de technologie à l'intérieur pour faire lever la balle et gagner un petit peu plus de vitesse. Fait que c'est sûr qu'on va regarder le type de tête selon le type de golfeur ou le niveau du golfeur. Fait qu'on va ajuster vraiment la tête. On va ajuster vraiment l'angle du bâton pour s'assurer que le bâton arrive le plus au sol possible. Fait que quand on regarde un ajustement de fer, on regarde le fer, on regarde la tige. Il y a des tiges en acier, il y a des tiges en graphite. Si vous regardez derrière moi, là, il y a tellement de combinaisons possibles de tiges au niveau du poids, etc. Fait qu'on est capable de s'assurer de maximiser la balle. Mais parce que souvent, ce qu'on veut regarder au golf, on veut regarder trois choses. Fait que les gens ils veulent frapper loin, les gens veulent être précis, puis les gens veulent avoir un bon feeling. Fait que quand on a ces trois données-là, on est capable d'aller chercher le maximum quand on fait l'ajustement de bâton. Fait que quand on parle de la tige, il y a vraiment plusieurs tiges même au niveau de la longueur aussi. Puis on va parler aussi de la grippe. Fait que, mais maintenant, il y a tellement de sortes de grippes et de grosseurs de grippe. Fait qu'on veut fitter la grippe
avec la grosseur de la main, mais on veut fitter la grippe aussi avec le type de swing. Ça veut dire que si une personne, exemple pour un droitier, va vraiment avoir beaucoup d'action des mains en grossissant la grippe ou en utilisant une certaine surface, ça peut ralentir les mains aussi. Fait que ça fait en sorte qu'on est vraiment capable de bien combiner la tête, la tige, puis la grippe avec l'angle pour créer le meilleur set de fer possible. Puis souvent, comme vous le savez, les fers, depuis quelques années, ils intègrent les bâtons qu'on appelle des hybrides, qui ne sont pas des bois, qui ne sont pas des fers. Fait qu'on va regarder c'est quoi la meilleure combinaison. Des fois, quand le golfeur a moins de vitesse de bâton, mais on va essayer d'aller plus dans les hybrides pour aller chercher un petit peu plus de technologie. Si le golfeur est un bon joueur de fer, mais on peut utiliser un petit peu plus de fer dans son sac. Fait qu'on regarde vraiment les besoins du client pour créer les meilleurs bâtons possibles. Puis ce qui est le fun dans l'ajustement de bâton, c'est qu'on fit par bâton. Ça veut dire que ce n'est pas des combinaisons qui sont déjà prédéfinies. Quand on passe la commande du bâton, mais le fournisseur, que ce soit TaylorMade ou n'importe quelle autre compagnie, Ping, Callaway, vont vraiment partir avec une tête, avec un shaft, avec une grippe. Fait que le bâton va être vraiment bâti exactement comme les meilleurs joueurs à la télé. Fait que ça, c'est vraiment quand on parle au niveau des fers. Puis ce qui est important de savoir aussi, c'est que les fers ont un mix des fois avec les wedges. Fait vraiment Fait qu'on on veut s'assurer que, exemple, que votre pitching wedge, gap wedge, sand wedge et le wedge, que vous ayez vraiment aller chercher les bonnes distances pour chacun de vos bâtons. Parce que ce qu'on ne veut pas dans le fitting, c'est qu'il y ait deux bâtons qui fassent exactement la même chose. On a accès dans notre sac de golf, dans notre coffre à outils à 14 bâtons. Fait qu'on veut que les 14 bâtons soient le plus efficaces possible et qu'il n'y ait pas deux bâtons qui font la même chose. Fait que c'est sûr que quand on regarde au niveau des wedges, ce qu'on veut travailler, c'est on veut travailler sur les différents degrés selon les différentes surfaces. Fait qu'il y a des wedges qui vont servir plus à chipper, et des wedges qui vont servir plus dans le sable, et des wedges qui vont servir vraiment plus pour lever la balle nécessairement. Puis des fois, le wedge va avoir un type de tige spécifique, va avoir un angle spécifique. Fait qu'un wedge, c'est souvent un petit peu plus souvent un petit peu plus flat qu'un fer. Puis des fois, quand vous regardez les wedges, les wedges ont une surface ici qu'on appelle le band. Ça veut dire que selon le type de surface que vous jouez habituellement, on est capable de vraiment s'assurer que le bâton glisse bien au sol puis que vous puissiez vraiment frapper le milieu de la face du bâton. Puis d'un autre côté, je vous le cacherai pas, souvent les wedges puis le putter, c'est vraiment des outils dans le sac qu'on fit un petit peu moins puis qu'on porte un petit peu moins attention. Puis c'est vraiment super important. Tu sais, souvent, juste sur les wedges, sur les cocheurs qu'on appelle en français, les rainures à l'intérieur, après 2 ou 3 ans, là, ça commence à être un peu plus usé, puis c'est là que la balle spin un petit peu moins. Il faut vraiment porter une belle attention à ses wedges et à son putter, parce que les wedges puis le putter, en même temps du pitching wedge jusqu'au putter, fait que pitching, gap, sand, lob, putter, c'est plus de 60% de vos coups. Fait que c'est les bâtons qui sont super importants à être très bien ajustés, parce qu'habituellement, là, quand on parle de fitting, il y a beaucoup de gens qui nous parlent des fers, beaucoup de monde qui nous parle du driver, mais cette partie-là est vraiment importante que vous puissiez le plus possible frapper le centre de la face puis que la balle ait vraiment la réaction que vous voulez avoir à ce niveau-là. Fait que ça, c'est vraiment au niveau des fers, vraiment au niveau des wedges. Après ça, ce qu'on regarde un petit peu plus, c'est qu'on regarde un petit peu plus habituellement le driver. Le driver, c'est sûr que c'est un bâton qui est excitant. C'est un bâton que les compagnies mettent beaucoup de marketing à l'intérieur. On veut tout frapper plus loin. Il y a beaucoup de recherche et développement dans les différents bâtons. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les compagnies utilisent environ 3 types de têtes pour les drivers. Je vais aller vous en chercher rapidement. On a la chance d'avoir reçu la semaine dernière les nouveaux bâtons TaylorMade. Fait que c'est la nouvelle série qui s'appelle Sim Max 2.
Mais c'est la Sim 2. Que ce soit TaylorMade, Pink, Callaway ou Titleist ou les autres compagnies, les compagnies utilisent environ trois têtes pour nous faire fitter. Vous avez la tête standard, qui est souvent un petit peu plus petite, avec des fois un centre de gravité qui est vraiment un petit peu plus près de la face, qui fait en sorte que la balle va moins rotationner. Elle va faire un petit peu moins de spin pour que la balle puisse tomber, puis rouler un petit peu plus. Des fois, peut-être un petit peu plus pour le golfeur qui est avancé. Si je prends la deuxième tête que vous voyez ici, qui s'appelle la Sim 2 Max, fait en sorte que cette tête-là va être plus pour la clientèle un petit peu plus standard, qui va aller avoir un petit peu moins de vitesse de swing, qui va être le bon golfeur, qui va avoir un spin, une rotation de balle un petit peu plus standard. Puis n'importe quelle compagnie font une tête qui s'appelle Draw. Fait que vraiment, là, beaucoup plus de poids sur le talon. Fait que ça nous aide beaucoup à refermer la face du bâton. Il y a plusieurs golfeurs avec leur physionomie qui slice un petit peu plus over the top, fait qu'ils arrivent de l'intérieur. Fait que ce type de face-là va vraiment nous aider, la technologie, à refermer la face du bâton un petit peu plus rapidement pour mettre la balle en jeu. Parce que comme on parlait tout à l'heure, quand vous voulez vous faire fitter ou quand vous jouez, les gens, ils veulent frapper loin, avoir un bon feeling, mais veulent être le plus précis possible. Fait que c'est sûr que la technologie va nous aider beaucoup à mettre la balle un petit peu plus en jeu, puis que le golf soit un petit peu plus facile. Parce que veut pas, Pierre-Luc en parlait hier, le golf, c'est quand même un des sports les plus difficiles au monde. Fait que ça fait en sorte qu'il faut mettre les chances de notre côté pour apprécier le golf à tous les jours. Sais-tu, Max, moi, j'ai hâte du jour où on va mettre mon nom sur la tête d'un bâton. Je vois que c'est écrit de Mais Max. oui, Moi, je t'es suis rendu super célèbre, ça n'a pas chanceux. de bon sens. Écoute, je pense il y a tellement de questions. Je pense qu'on va être ici jusqu'à 17 heures ce soir. On va falloir se limiter, mais je vais laisser Priscilla te donner quelques questions avant que tu poursuives ta présentation. C'est parfait parce que ça va être un peu plus interactif, puis aucun problème avec ça. Oui, je commençais par une question qui est revenue, posée différemment, mais qui revient un peu même. Une personne qui dit, si je prends quelques cours qui modifient partiellement mon élan et que de plus, je réussis à réduire mon handicap de 2 ou 3 coups au cours d'une saison, est-ce que mon fitting sera à reprendre la saison suivante? Oui et non. Habituellement, les différentes données statiques. Ça veut dire que moi, exemple, dans mes bâtons, depuis plusieurs années, comme exemple, si je regarde au niveau de mes fers, mais mes fers sont toujours un petit peu plus longs, un petit peu plus upright. Fait que même si je travaille sur mon swing, parce que même si on est professionnel, on aime beaucoup ça, s'améliorer et améliorer les swings. Les spécifications standards que j'ai, moi, sur mes fittings, année après année, ne changent pas nécessairement beaucoup. Par contre, si une personne travaille beaucoup sur son swing, puis va chercher, baisse considérablement son handicap ou swing de plus en plus vite, c'est sûr que dans un cycle de quelques années, ça se peut qu'il y ait des petites modifications au niveau du fitting, mais habituellement, là, ça ne change pas nécessairement beaucoup année après année si le golfeur change son swing. Puis c'est ce qui est le fun, c'est que dans des bâtons comme des drivers ou les bois, il y a des bâtons qui sont un petit peu plus spécifiques. Maintenant, les bâtons, ils sont tellement ajustables, fait qu'on est capable d'ajuster entre la tige et la tête. Il y a plusieurs bâtons que le centre de gravité ou le poids peut un petit peu varier. Fait que ça fait en sorte que les bâtons peuvent s'adapter avec les années, avec votre nouveau swing. On a commencé à répondre à cette question-là, mais il y a une question qui est revenue aussi souvent, c'est si la personne a déjà commandé ses bâtons sans avoir fait d'ajustement, est-ce qu'il est trop tard pour justement avoir un fitting par la suite? C'est une excellente question. C'est une question qu'on se fait poser souvent. Exemple, si on parle au niveau des fers, si les fers sont de matériel un petit peu plus mou, il y a une façon de les bouger. Nous, on a l'équipement ici dans l'atelier de réparation pour bouger les différents fers. Si on regarde des fois au niveau des bois, comme on parlait tout à l'heure, les bois sont un petit peu plus ajustables. Fait qu'on est capable de vous aider à vraiment maximiser
de vraiment maximiser. Excusez-moi, c'est parce que ça parle à côté. Les boys, excusez-moi, je vous entends. Oh, j'étais un petit peu distrait, excusez-moi. Donc, comme je vous mentionnais, maintenant, les bâtons sont un petit peu plus ajustables. Fait que ça fait en sorte qu'on est capable de vous aider pour maximiser l'ajustement de votre bâton. Fait qu'il y a des bâtons qui se modifient, il y a des bâtons qui ne se modifient pas, mais ce qui est le fun quand vous prenez une séance d'ajustement de fitting, c'est qu'on est capable de vous dire spécifiquement, on est capable de vous dire spécifiquement si on est capable, qu'est-ce qui est bon dans votre sac, ce qui est moins bon à votre sac, ce qui est prioritaire. Fait qu'on est capable de vraiment d'améliorer votre expérience d'achat au niveau du fitting. Puis dans votre sac actuel, ce qui est bon, puis ce qu'on est capable de modifier, on veut vous le garder parce que maintenant, le prix des bâtons est tellement dispendieux, ça fait en sorte qu'on est capable qu'on est capable de vous aider à améliorer cette petite facette-là de votre sac. Parfait. Une autre question aussi par rapport à justement combien d'années on devrait normalement à combien d'années on devrait changer nos bâtons et comment savoir que ça vaut vraiment la peine là, de les changer? D'une année à l'autre, il y a des petits changements qui font. On ne voit pas une grande différence, mettons, d'une année à l'autre, mais je vous dirais habituellement, là, les gens qui se font fitter les bâtons, des fois sur des cycles de 4-5 ans, c'est là qu'on est capable de voir vraiment, vraiment des bonnes différences. Puis nous, quand on fit ici, on part toujours avec votre sac à vous. Fait que ça fait en sorte que le fait de partir avec votre sac à vous, c'est là qu'on va être capable de vous dire, voici, est-ce que des fois, pour aller chercher 3 ou 4 verges, est-ce que ça change, ça vaut vraiment la peine de changer votre bâton? Fait que l'objectif, c'est que le fait de partir de votre bâton à vous, ça fait en sorte qu'on est capable de vous aider, de vous dire est-ce que ça vaut la peine, oui ou non, de faire le changement. Mais d'une année à l'autre, on ne voit pas beaucoup de différence, mais des fois, sur un cycle de 5 ans, 5-6 ans, toute la recherche et le développement des ingénieurs peut nous aider beaucoup. Là. Dernière question qui revient souvent aussi, c'est par rapport au prix moyen pour faire l'ajustement des bâtons. Oui. Nous, comment ça fonctionne ici chez B2 Golf? Fait que pour le sac au complet, pour les 14 bâtons, c'est environ 150 $ pour le prix de l'ajustement de bâton. Ça dure honnêtement un petit peu plus de 2 heures. Fait que vous avez un fitting qui est spécifique dans le laboratoire de potting où est-ce que Pierre-Luc était hier. Fait qu'on fait un fitting un petit peu plus spécifique pour le putter. Puis après ça, on passe vraiment le processus des bâtons, les fers, les wedges, les bois. Fait que je vous dirais, pour le fitting, pour le sac complet, c'est 150 $. Ça dure un petit peu plus que 2 heures, mais des fois, les gens veulent se faire fitter seulement un ou deux aspects dans le sac. Par exemple, un fitting de driver, c'est 60 $, ça dure environ 45 minutes. Fer et bois, c'est 95. Donc, c'est vraiment selon les besoins que vous voulez regarder en ajustement de bâton. Une toute dernière. Quelle est la technique utilisée aussi pour savoir si le bon ajustement des bâtons, mais également avec le style de golf que l'on a, le style de golfeur qu'on est? Oui. L'avantage un petit peu qu'on a ici à B2 Golf, c'est que le fait qu'on soit professionnel de golf, c'est qu'on connaît un petit peu plus, qu'on connaît la technique, on connaît un petit peu, on connaît la technique et les bâtons. Fait que ça fait en sorte qu'on est capable de voir si c'est vraiment le swing naturel du client ou si c'est une journée qui est un petit peu moins bonne. Ça l'a déjà arrivé dans le passé qu'un client est venu ici pour se faire fitter, puis ça ne fonctionnait pas cette journée-là, il frappait un petit peu moins bien. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on reprend un autre rendez-vous, puis on s'assure que la satisfaction du client soit satisfaite. Mais comme on parlait un petit peu en entrée de jeu, les bâtons, on essaie vraiment de s'assurer que les bâtons soient le plus efficace possible avec le swing du client, puis le fait que les bâtons soient ajustables, mais même si on utilise un petit peu plus d'ajustement pour travailler sur la trajectoire de balle par la suite, que ce soit pour les bois, par la suite, on est capable de modifier ces bâtons-là par la suite si le golfeur
s'améliore au cours de la saison. Parfait. Il y a peut-être une, je ne sais pas si tu as répondu tout à l'heure, Maxime, mais est-ce recommandé d'avoir plusieurs wedges dans son sac? Oui, c'est vraiment recommandé d'avoir plusieurs wedges dans son sac. Comme on parlait, environ 65% des coups sont du pitching wedge au putter. Fait que des fois, quand on utilise toujours le même bâton, quand on arrive alentour du green, ça fait en sorte qu'on a un petit peu moins d'options. Fait que si les meilleurs joueurs au monde, les meilleurs joueurs ont plusieurs wedges dans leur sac, c'est pour une raison. Ça fait en sorte que ces bâtons-là sont vraiment le plus possible utilisés pour améliorer la performance. Ça veut dire que ce qu'on voit beaucoup, c'est un gap wedge qui est alentour de 50 degrés. Vous avez un sand wedge qui est 55-56. Puis pour les coups spéciaux, on est capable d'aller chercher un bâton qui est alentour du 60 degrés pour vous aider à aller chercher différentes trajectoires. Je ne sais pas si ça répond bien aux différentes questions. Je crois que oui, Priscilla, est-ce qu'il y avait d'autres questions où on continue la présentation? On dirait que Priscilla n'est plus là. Je ne sais pas. Elle me répondra. Ouais. C'est mon micro. J'étais là, mais je parlais le micro fermé. Donc, on a répondu à plusieurs questions. On peut peut-être continuer s'il y a d'autres contenus. Parfait. Excellent. Fait qu'on a parlé beaucoup des différents bâtons. Fait que, tu sais, on a parlé des fers, on a parlé des wedges, l'ajustement des drivers, le bois d'allée. C'est sûr que le bois d'allée a un lien un petit peu avec ce que vous allez avoir comme driver. La tige est souvent un petit peu plus lourde, environ une dizaine de grammes plus lourd. Mais un bâton qui est vraiment super important, que les gens laissent beaucoup de côté, que ce soit au niveau de l'investissement ou que ce soit au niveau que ce soit au niveau de l'ajustement, c'est vraiment le putter. Le putter, on en parle souvent à notre clientèle que c'est environ 43% des coûts. Fait que le putter est un bâton qui est vraiment super important à ajuster. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a travaillé depuis plusieurs années à un processus. Ça veut dire que quand on ajuste le putter, on n'ajuste pas nécessairement seulement le bâton. Parce que ce que les gens, des fois, savent un petit peu moins, c'est que le putter doit travailler avec les épaules, avec le type d'arc. Puis vous avez 3 types d'arcs qui sont importants à regarder sur le putter. J'ai apporté 3 putters ici, puis je veux juste vous montrer. Fait que vous avez des putters qu'on appelle face balance. Ça veut dire que si je le mets sur ma main comme ça, fait qu'on voit que les 2 parties du putter sont vraiment, vraiment à plat. Ça veut dire que ce putter-là va vraiment travailler avec les gens qui n'ont pas beaucoup d'arc au niveau des épaules. Puis même le type, que vous ayez beaucoup d'arc ou pas beaucoup d'arc au niveau des épaules, c'est pas nécessairement, il n'y avait pas un type d'arc meilleur que l'autre. C'est qu'on veut vraiment que le bâton travaille conjointement avec le putter. Mais fait que c'est sûr, fait que c'est sûr et certain que si vous avez beaucoup de rotation d'épaule, vous avez beaucoup d'arc, puis la face de putter, elle ne veut pas ouvrir puis fermer, mais il va falloir que vous compensiez à quelque part. Vous allez compenser avec les mains, vous allez compenser avec l'alignement. Ça veut dire que vous avez des putters aussi qui ont un type d'arc qui est, admettons, slide, qu'on appelle léger. Ça veut dire qu'ici, on voit qu'il y a un petit angle quand je le balance dans ma main. Puis vous avez le 3e putter qui a beaucoup plus d'arc. Fait que vous voyez vraiment que l'angle du bâton, que la face du bâton tombe un petit peu plus vers le bas. Ça veut dire qu'on est capable d'aller chercher que le putter travaille vraiment avec la rotation des épaules. Ça veut dire que quand on travaille sur l'ajustement au laboratoire où est-ce que Pierre-Luc était hier, on s'assure que le client ou que le golfeur vraiment a un bon alignement. Souvent, l'alignement va venir sur la ligne de la balle. Ça veut dire que si le golfeur dit « moi, je vise le milieu du trou », puis on met une ligne, on veut s'assurer que les yeux ont la bonne perception d'où est-ce que le client va aller. Après ça, on travaille un petit peu sur la technique. Tu sais, même si le putting, c'est un élément du fitting qui est personnel, tu sais, la position de la balle, être capable de faire 2 mouvements pareils, fait qu'on s'assure que la technique, elle est vraiment stable. Puis après ça,
en mettant des outils sur le bâton, on est capable de voir vraiment le type d'arc. Est-ce que le client arrive ouvert ou fermé? Fait qu'avec ces différentes données-là, on est capable d'aller vraiment dans le bon type de bâton pour le client, puis de s'assurer que le bâton arrive le plus droit puis le plus square possible. Ça veut dire que en mixant la technique, en mixant l'alignement puis le type d'arc, on est capable d'avoir vraiment des super bons résultats. Puis ce bâton-là, comme on disait, c'est environ 43% des coûts. Fait que c'est un bâton qu'il faut que vous aimiez à 100%. C'est vraiment le bâton qui va vous permettre d'avoir le plus de performance possible sur le terrain, puis des fois d'être capable de faire des potes de 5, 10, 20 pieds, fait en sorte que on réduit beaucoup de coûts sur notre carte de pointage, puis c'est vraiment un petit peu plus plaisant. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le putter. Pour nous, c'est vraiment un élément qui est vraiment super important puis que les gens, des fois, négligent un petit peu. On voit des fois des putters, des gens qui ont un putter de 20, 30, 40 ans. Ils n'ont pas changé la grippe, la tige, elle est un petit peu plus croche. Puis quand on regarde dans l'ajustement de putter, oui, il y a le type de tête comme on mentionnait, avec le type d'arc, mais la longueur la longueur de la tige, elle est importante. La grosseur de la grippe. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de tendance dans les dernières années d'avoir des plus grosses grippes de putter. C'est vrai que ça réduit les mains, mais ça enlève un petit peu de feeling aussi. Fait qu'on veut une grippe des fois un petit peu plus grosse, mais pas nécessairement trop grosse aussi. Puis quand on ajuste le putter, c'est exactement la même chose. C'est qu'on veut vraiment travailler avec le lie du bâton. Ça veut dire qu'on veut s'assurer que le putter soit complètement à plat avec les yeux au-dessus de la balle. On ne veut pas des orteils dans les airs ou des talons dans les airs, juste pour maximiser vraiment la rotation de la balle. Puis on peut même regarder un petit peu le loft du bâton pour s'assurer que la balle ne rentre pas dans le sol, qu'elle vraiment, on appelle ça qu'elle skip, fait que la balle va un petit peu jumper puis qu'elle va vraiment rouler directement vers la cible. Fait que je ne sais pas s'il y a quelques questions qui est en relation du putting, mais c'est vraiment un aspect qui est vraiment super important pour l'ajustement de bâton. Je suis certaine de bien comprendre. Dans le sens, Oui. si j'amène mon poteur, dépendamment si... donc, c'est comme le premier là, qui était vraiment bien flat. Puis, Oui. moi, j'aurais besoin d'un poteur qui est incliné. On va changer carrément de poteur ou on change la tige ou on... Non, c'est ça. Si vous êtes à l'opposé selon les différents tests, on va changer le putter nécessairement. Si jamais, c'est sûr que dans l'ajustement de putter, les gens arrivent souvent avec leur bâton. Fait que c'est beaucoup plus facile de modifier un putter, que ce soit sur la tige, sur la grippe, sur le lie, etc. Mais si le putter que vous utilisez est vraiment à l'opposé de ce que vous avez besoin, mais là, on n'aura pas le choix d'aller dans un autre bâton. C'est sûr que le putter versus un driver, le coût est différent. Tu sais, aujourd'hui, les drivers sont autour de 600-700 $. Un bon putter aujourd'hui, c'est 300-400 $. Oui, il y a des putters à 500 et des putters à 150, mais je vous dirais qu'environ 300 $, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix pour un putter. C'est un bâton que vous allez garder vraiment longtemps. Fait que ça fait en sorte que d'investir dans cette partie d'équipement-là est vraiment super importante. Parfait. C'est parfait pour ça. Excellent. Fait que ça fait un petit peu le tour du sac des 14 bâtons qu'on est capable de travailler et qui est important de travailler. 2 pièces d'équipement aussi qu'on néglige un petit peu plus. Puis je pense qu'on a une petite réflexion à faire à ce niveau-là. La première pièce d'équipement qu'on néglige un petit peu, c'est la balle. La balle, dans le fond, on se rend compte que quand on ouvre les sacs de golf de plusieurs golfeurs, ils ont plein de types de balles. Fait que plein de technologies différentes, des fois plein de couleurs différentes. Puis la balle, ce qu'il faut comprendre dans la balle, c'est que la balle, elle est régie par la USGA et la R&A, du fait qu'il n'y a pas sur un robot à 100 000 à l'heure, il n'y a pas nécessairement de balle
qui vont aller plus loin qu'un autre. OK? Pourquoi? Parce que s'il y a une compagnie qui ferait une balle pour aller plus loin, je pense que tout le monde la jetterait. Fait que sur un robot, à 100 000 à l'heure, il y a à peu près 4 verges de différence entre toutes les différentes balles du marché. Okay. Ce qui est important au niveau de la balle qu'il faut comprendre, c'est que c'est important d'avoir une constance au niveau de la balle. Puis je pense que comme golfeur, c'est ce qu'on recherche le plus possible. Tu sais, quand on fait l'évaluation de nos membres ici au Club E2 Golf, on leur demande qu'est-ce que vous recherchez? C'est quoi vos objectifs pour la saison morte ou pour l'année, exemple 2021? Puis les gens me disent, moi, je vais être plus constant. OK, parfait. Je pense que tout le monde va aller chercher de la constance et de la régularité. Puis ça vient vraiment au niveau de la balle. Parce que si on sait que les balles, ils vont toutes sensiblement à la même distance, ils vont toutes à la même distance, mais ils ont toutes des composantes qui sont différentes. Tu sais, aujourd'hui, il y a des balles à 5 couches, il y a des balles à 3 couches, il y a des balles à 2 couches, il y a des balles qui sont plus molles, qui sont plus dures. Fait que c'est sûr que les balles ont des réactions un petit peu différentes. Puis il y a des balles, il y a des douzaines de balles qui vaut 20 des douzaines de balles qui valent 65 fait que selon le budget puis selon le feeling qu'on veut avoir sur la balle, oui, la balle a un lien avec les différentes couches, puis elle a beaucoup un lien avec le spin, fait que la rotation, fait que quel type de toucher qu'on veut avoir, puis quelle réaction qu'on veut avoir à l'entour du green. Fait que quand on regarde pour un fitting de balle ou quel type de balle que je veux utiliser, ça a un lien avec le type de golfeur, ça a un lien avec le budget puis avec le type de réaction que la balle, on veut qu'elle aille sur le verre. Par contre, le plus important, c'est que vous jouiez toute la saison avec la même balle. C'est souvent en début de saison que c'est le fun, que vous pouvez essayer, regarder qu'est-ce que les compagnies vous offrent comme type de balle, les essayer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une douzaine d'avance, vous pouvez acheter quelques sleeves juste pour tester différentes balles. Si vous aimez le feeling, si vous aimez sa réaction, si vous aimez son prix, etc. Puis après ça, d'essayer de jouer avec la même balle durant toute la saison va vous donner vraiment une constance que vous voulez avoir. Parce que si, admettons, sur un trou, vous jouez avec une balle qui est 5 pièces, un peu plus molle, fait que vous la frappez un bon, 2 bons, puis la balle, admettons, elle check un petit peu plus, versus un autre type de balle qui est plus dur, qui est 2 couches, qui arrive sur le green, puis qui va rouler un petit peu plus, qui va moins spinner. Fait que pour 2 coups pareils que vous avez bien réussi, la balle va réagir de 2 façons différentes. Fait que la balle, souvent, comme on disait, c'est une pièce d'équipement qui est un peu plus négligée. Fait que de s'assurer de jouer avec le même type de balle tout au long de la saison, c'est sûr que ça va vous donner une constance au niveau de votre jeu. Parce que les gens, quand on regarde leur sac, puis on ouvre leur sac, on se rend compte qu'il y a plein de compagnies, plein de technologies de balles, puis la balle, elle ne réagit pas de la même façon. Fait que c'est vraiment super important d'utiliser le même type de balle vraiment tout au long de la saison. Est-ce que Dominique, ça t'interpelle quand tu ouvres ton sac de golf ou tu joues absolument habituellement? Du beau ménage à faire, disons. OK, parfait. Dans cette optique-là, Max, quand on cherche notre balle, on en trouve d'autres. Hein? Souvent, on ne trouve pas la nôtre, mais on trouve celle des autres. Une balle puis on les ramasse, puis ça se ramasse dans notre sac. On dit, bon, j'ai trouvé une balle, on dit, je viens de rentabiliser ma journée. Alors, mais ces balles-là là, je viens de comprendre que c'est mieux de prendre toujours les mêmes, mais quand on les garde, une balle qui est sur un terrain depuis, je sais pas moi, 3 semaines dans un sous-bois, c'est quoi la durée de vie d'une balle? Est-ce qu'elle perd de ses qualités? Oui, mais je pense pas que dans un bois pendant 3 semaines, elle va vraiment changer nécessairement sa composition. Tu sais, une balle qui est dans un lac pendant, mettons, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui a gelé, qui n'a pas gelé, etc. Tu sais, je ne suis pas certain de sa performance versus quand elle sort de l'usine. Mais souvent, le meilleur conseil que vous avez, c'est que quand vous retrouvez une balle, c'est le fun, donnez-la à un de vos amis, puis essayez de continuer. Tu sais, imaginez le lanceur au baseball qui va lancer 9 manches avec plein de sortes de balles différentes pour lancer des balles qui sont
qui sont faites de compositions différentes et tout. C'est sûr que les effets vont être différents, mais c'est exactement la même chose qu'au golf. Vous voulez que votre balle réagisse de la même façon du 1 au 18e trou. Excellent. Ouais. Je vois qu'il y a des mains levées. Priscilla, je pense qu'elle a levé sa main. Oui, il y a quelques questions par rapport aux balles. Ouais. Entre autres, quelqu'un qui dit qu'il y a des balles de femmes et des balles pour femmes et des balles pour hommes. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Il n'y a pas nécessairement une différence. Il y a une différence vraiment sur la compression de la balle puis la composition de la balle. Mais on me dit, on parlait avec des représentants et des ingénieurs d'autres compagnies, dont Titleist, puis nous mentionnaient qu'une balle Pro V1 que les gens connaissent, qui est vraiment une balle 3 pièces, qui est la balle la plus populaire au monde. C'est une balle qui est faite autant pour un homme que pour une femme. Fait que ça a plus un lien avec la vitesse du swing, ce qu'on veut avoir comme spin, ce qu'on veut avoir comme rotation, parce qu'il y a des dames qui swingent plus vite et qui frappent plus loin que quelques messieurs qui ont de l'âge nécessairement. Fait qu'une balle, ça n'a pas de sexe, malheureusement. C'est bon. Autre question aussi par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui dit, j'imagine que jouer avec une balle sur un terrain trempé va changer le choix de la balle aussi. Est-ce que est-ce que certaines balles sont mieux pour certains terrains, dans le fond? Type de terrain? Non, pas nécessairement, parce qu'on va évaluer beaucoup la balle sur le spin dans les airs. Fait qu'il n'y a pas nécessairement une balle qui est un petit peu mieux. Par contre, un conseil qu'on a eu, l'avantage qu'on a au Québec, c'est qu'on joue pendant 3 saisons, le printemps, l'été, puis l'automne. Puis des fois, quand on joue l'automne, il fait un petit peu plus froid. Ce qu'on peut vous donner comme conseil, c'est de toujours garder une balle peut-être dans vos poches à température du corps, qui fait en sorte que la balle va avoir un petit peu moins froid, puis elle performe un petit peu plus à la chaleur ambiante versus que quand il fait très, très froid. Ça veut dire que si vous jouez une partie puis il fait 10 ou 15 degrés, mais ça se peut qu'après quelques trous, mais la balle, elle devient un petit peu plus froide, un petit peu plus gelée. Puis quand vous la frappez, mais elle va moins compresser. Ça veut dire que quand vous jouez puis il fait un petit peu plus froid, peut-être de garder une balle dans votre poche, puis après 2 ou 3 trous, juste la changer pour qu'elle ait une température qui est un petit peu plus la température de votre corps, va vous aider à ce que la balle puisse performer. Par rapport aux balles, c'est est-ce qu'on doit prendre une balle à haute ou basse compression si notre élan est moyennement rapide? C'est sûr que d'avoir une balle à haute compression a un lien avec un swing qui est un petit peu plus rapide. Mais comme je vous dis, c'est sûr que quand votre vitesse d'élan est un petit peu plus lent, mais peut-être de jouer avec une balle qui a un petit peu moins de compression. Mais pour être honnête avec vous, je pense que le meilleur moyen, c'est de faire différents tests en début de saison. Puis quand vous avez une balle que vous aimez vraiment sa performance, comment elle réagit sur le verre, comment elle réagit sur votre face de bâton, comment elle roule sur votre drive, mais d'y aller dans cette balle-là. Mais comme on parle, il n'y a pas nécessairement de balle qui va nécessairement plus loin qu'un autre. Parfait. Ça fait le tour des questions pour les balles. Ça fait le tour des questions pour les balles, c'est parfait. Puis il y a une pièce d'équipement qu'on met un petit peu de côté qui est vraiment super important. C'est la seule pièce d'équipement qui va vraiment nous tenir au sol durant notre swing de golf puis durant 18 trous, c'est le soulier. Le soulier de golf, c'est vraiment une partie de l'équipement qui est vraiment super, super importante. Si on regarde d'autres sports comme le vélo, si on regarde d'autres sports comme la course, le soulier est vraiment primordial. Honnêtement, c'est la même chose pour le golf. Si vous marchez durant 18 trous, mais vous allez marcher environ 7 km. Fait que c'est important que votre soulier soit le plus confortable possible, puis que votre soulier puisse être le plus stable possible durant votre élan. Ça veut dire que vous voulez vous assurer, pour toujours frapper le centre du bâton, on veut avoir, on peut avoir une constance. Puis sur la constance d'impact, ça a un lien avec la constance des souliers.
Si, un petit peu comme le sac de golf, si j'ouvre la case d'une personne qui est membre dans un club de golf, puis je regarde tous les différents types de souliers, des fois, on peut retrouver des souliers à crampons, sans crampons, des souliers rigides, des souliers mous, des souliers avec une grosse semelle, une petite semelle. Puis vous allez voir que ça a un impact aussi sur votre jeu. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que les hommes puis les femmes qui jouent à la télévision comme professionnels vont utiliser pas mal le même type de souliers tout au long de la saison, vont utiliser le même type de balle tout au long de la saison pour aller chercher de la constance. Fait que c'est super important d'avoir cette constance-là, nous aussi, dans notre jeu. Ça veut dire que si vous avez une paire de souliers, que vous êtes confortable, que vous êtes confortable quand vous marchez, que vous êtes confortable quand vous swingez, ça va vraiment être une pièce d'équipement qui est vraiment faite pour vous. Ça veut dire qu'après ça, année après année, vous allez être capable d'aller chercher le même type d'équipement pour vous. On se fait beaucoup demander, est-ce que je suis mieux avec un soulier avec crampons ou sans crampons? Je pense qu'aujourd'hui, technologiquement, il y a autant de grippe ou de résistance dans un soulier à crampons ou sans crampons. Le seul désavantage d'un soulier que les crampons, comme le code Chaos d'Adidas, que les crampons sont intégrés à l'intérieur, c'est que si vous jouez quand même souvent, puis les crampons s'usent, mais ils sont un petit peu moins remplaçables. Ils ne sont pas remplaçables du tout. Fait que ça fait en sorte que des fois, de jouer avec un soulier, avec crampons, mais vous allez pouvoir les remplacer un petit peu plus souvent pour améliorer l'adhérence du soulier. Puis des fois, vous allez voir des souliers qui sont un petit peu plus souples. OK? Fait que quand on a un soulier qui est un petit peu plus souple, ça fait en sorte que ça a un lien avec la mobilité. Ça veut dire qu'un golfeur, si vous regardez un golfeur comme Dustin Johnson, que vous connaissez sûrement, qui est vraiment super souple, super athlétique, mais Dustin, lui, il va jouer plus avec un modèle qui est un tour 360. Il va aller chercher un soulier qui est un petit peu plus stable pour vraiment aller chercher cette stabilité-là. Si vous regardez un golfeur comme Fred Couples ou comme Justin Rose qui ont des problèmes de dos, mais ils vont y aller un petit peu plus avec un soulier qui est un petit peu plus mou, plus avec un soulier d'un type running shoe, pas vraiment de crampons à l'intérieur, parce qu'ils ont besoin d'aller chercher cette mobilité-là. Ça veut dire que si vous avez eu des blessures, puis vous êtes un petit peu moins mobile, mais c'est peut-être mieux avec un soulier qui est un petit peu plus souple, un petit peu plus mou pour laisser vos articulations puis votre corps travailler. Puis si vous êtes un joueur ou une golfeuse qui est vraiment super souple, puis qui a besoin peut-être un petit peu plus de stabilité dans leur swing, d'aller chercher peut-être un soulier qui est un petit peu plus stable, un petit peu plus rigide, va vous aider à performer. Mais ce qui est super important, c'est que durant 18 trous, vous voulez avoir un soulier qui est, oui, imperméable, mais un soulier qui est vraiment, vraiment très confortable. Fait que je ne sais pas, Dominique, si toi, dans ta garde-robe de souliers de golf, en tant que spécialiste, tu utilises le même type de soulier ou qu'est-ce que tu recommandes vraiment à tes clients au niveau du soulier de golf? Mais ce qu'on se rend compte avec les années, beaucoup en travaillant avec Adidas, avec les autres compagnies, cette pièce d'équipement-là, elle est souvent négligée. Les gens vont acheter leur soulier de golf un petit peu plus, des fois pour le look ou pour le prix, puis laissent peut-être des fois un petit peu la performance de côté quand ça devrait être une des premières priorités. Contente que tu me poses la question, que tu sois spécifique entre les questions quand tu dis le nombre de souliers pour le golf. Parce que tu m'avais dit le nombre de souliers global, là, ça serait une autre réponse. Mais pour le golf, effectivement, j'avais remarqué, moi, que trop personnellement, j'ai une sorte de soulier que, bon, je m'étais acheté une première paire. J'étais comme dans des pantoufles. Puis quand je suis venue pour changer, j'ai pas hésité à racheter exactement la même compagnie, même modèle, ouais. Parce que j'en avais une autre paire que j'avais acheté pour la couleur, puis outre la couleur, là, c'est sûr que c'est pas ma meilleure journée de golf. Quand je les mets, je le sais immédiatement. Le pied serré, pas le pied serré dans le sens qu'il est pour ma grandeur, mais la flexibilité des matériaux est de moins bonne qualité, puis ça paraît tout de suite sur le confort. Toi, tu parlais de stabilité et autres pour, dépendamment, pour les golfeurs que tu nommais qui ont des maux dos ou non. Effectivement, ça a une importance. Mais il y a aussi, on en marche des pas, donc tout de suite, si on n'est pas confortable dans nos souliers, c'est comme quand on marche au travail ou dans la rue, ça se reflète sur la fatigue même du corps. Alors, mais là, j'ai des bons points. J'ai beaucoup de balles, ça, je vais faire le ménage, mais j'ai ma paire de souliers. Alors ça, c'est, je vais avoir des meilleurs points de ce côté-là.
Excellent, excellent. Je ne sais pas s'il y a eu des questions ou des commentaires face au point vraiment de l'ajustement, face au point des souliers. Les souliers, il y avait surtout des commentaires. Quelqu'un qui disait qu'il a essayé sans crampons la saison dernière et qu'il s'est trouvé un petit peu moins stable sur un sol qui était humide. Puis sur des plaques de gazon secs aussi, un petit peu moins stable sans crampons. C'est surtout les deux commentaires là, qui sont revenus. Oui, effectivement, mais il y a tellement de sources par contre, admettons, les différentes compagnies vont utiliser des technologies différentes de souliers sans crampons aussi. Fait que c'est pas parce que vous avez testé un soulier sans crampons que tous les sans crampons sont faits de la même manière. Fait que il y a vraiment le type de crampon qui est vraiment, vraiment important. Fait que même si vous avez un soulier à crampons ou à sans crampons, de vraiment regarder la résistance ou le type de crampon qui est utilisé un lien, mais c'est vrai, j'aime beaucoup le commentaire. Moi aussi, personnellement, j'utilise encore un soulier avec quelques crampons à l'intérieur. J'avais pris un autre soulier. Fait qu'il y a des modèles, des fois, qu'on peut voir ici qui sont un peu plus hybrides. Fait que vous avez les crampons qui sont intégrés, mais vous avez quand même 6 crampons à l'intérieur. Fait que des fois, de mixer les deux types de surface va vraiment vous aider vraiment pour la stabilité du soulier, là. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions pour les souliers. Fait que Dominique, je ne sais pas quelle heure est-il. Ça faisait. Il restait quelques minutes. On peut laisser le temps des fois des questions qui reviennent. Supplémentaires, oui. Oui. Ça faisait un petit peu le tour quand on parlait de l'ajustement. Oui, on parle de l'ajustement des bâtons, mais je voulais vraiment m'assurer avec les auditeurs de vraiment prendre en considération la balle et le soulier. Puis je pense que ces trois catégories-là, c'est des catégories qui sont vraiment importantes pour les meilleurs joueurs au monde, mais c'est vraiment important pour nous pour aller chercher cette constance-là puis de s'améliorer sur le parcours. Mais je trouve que c'est un beau plus que tu as apporté parce qu'il y a tellement d'éléments sur lesquels on doit porter attention. Il y a tellement dans tous les changements de bâton, les terrains différents. Fait que si on peut amener une constance au niveau des balles puis des souliers, bien déjà, on vient d'éliminer deux éléments qui auraient fait la différence probablement sur nos résultats. Donc, au moins, on va pouvoir se focusser sur la technique puis sur les bâtons par la suite. Puis ça va déjà être aidant pour notre saison. J'en suis convaincu avec tes bons conseils. Je vais peut-être faire l'exercice un peu à tous ceux qui sont là, un peu comme j'ai demandé hier, dans tout ce que Maxime vient de nous demander, la chose que vous retenez ou ce que vous allez modifier dans votre saison. Moi, c'est certain que c'est pour ce qui est des balles, c'est sûr que mes balles, je fais le ménage. Puis pour le potter aussi, pour moi, ça va être personnellement, ça va être l'attention que je vais aller faire, une réévaluation, un fitting de mon potter, ça c'est certain. Puis en même temps, Puis tantôt de Dominique, c'est peut-être un point que j'ai parlé brièvement, mais quand on parlait des différentes prises, d'avoir le même type de prise, admettons, du driver jusqu'au sandwich, fait que les 13 bâtons qu'on va utiliser à part le putter, mais d'avoir le même type de prise va nous aider aussi à avoir cette constance-là. Parce que des fois, quand on fait l'évaluation des sacs, quand les gens viennent ici pour se faire ajuster, des fois, ils ont des grosses prises, des petites prises, n'importe quoi, mais on veut s'assurer, comme le soulier, comme les balles, d'avoir la même sensation tout au long de la partie, là. En parlant de prise, d'ailleurs, il y avait une question, une dame qui avait des problèmes, je pense que c'était une dame, enfin, peu importe, qui avait des problèmes d'épicondylite. Est-ce que tu as fait une remarque avec la grosseur de la prise versus, outre les traitements et tout ça qui peuvent être donnés, puis les exercices, mais est-ce que ça a une influence pour aider à ce genre de conditions? Mais c'est sûr que les gens, ce qu'on voit, c'est que souvent, les gens qui font de l'arthrite, ils vont avoir un petit peu. Épicondylite, oui et non. C'est parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un élan complet, plus que je vais grossir la grippe, moins que la phase de bâton va être active à l'impact. Fait que ce qu'on voit sur les épicondylites, je n'ai pas vraiment regardé ça, moi, de mon côté. Par contre, ça peut arriver que des messieurs ou des madames qui font un petit peu d'arthrose, qui ont de la misère à tenir le bâton. Fait que des fois, de mettre une prise un petit peu plus grosse, un petit peu plus confortable, fait en sorte qu'on serre un petit peu moins le bâton, puis que c'est un petit peu plus facile d'arriver à l'impact, là. Mais c'est sûr que ça a un lien de vous trouver une prise que vous aimez, la bonne grosseur,
pour être capable de donner le meilleur résultat possible. C'est vraiment super. Excellent. Je ne sais pas, Priscilla, est-ce qu'il y a il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont... Il y a une question qui est revenue plusieurs fois, puis je pense qu'il terminerait bien justement cette rencontre-là, c'est que plusieurs personnes seraient prêtes justement à faire un ajustement, à faire un fitting. Alors, on se demandait quelle était la meilleure période. Est-ce que pendant l'hiver, comme ça, c'est une bonne période ou on est mieux d'attendre un peu? C'est vraiment une bonne période. Comme là, au mois de janvier, on est en train de recevoir toutes les nouvelles composantes pour 2021. Fait que je vous dirais que la période la plus intense que nous, on a pour l'ajustement de bâton, c'est vraiment de mars jusqu'à septembre. Fait que quand vous vous sentez prêt, à venir ajuster vos différents bâtons, prenez un rendez-vous ici au club B2 Golf. Loïc et moi, on va vraiment bien s'occuper de vous. Ce qui est le fun dans l'ajustement de bâton, c'est que l'ajustement de bâton se fait toujours avec des bâtons de l'année. Fait que les bâtons, ils sont bâtis directement chez les compagnies, puis sont livrés ici. Fait que je vous dirais n'importe quand entre mi-février, puis admettons fin septembre, mais c'est vraiment la période idéale pour changer vos bâtons. Puis c'est sûr que si vous faites fitter, vous changez vos bâtons plus en début de saison, mais là, vous allez pouvoir avoir ce petit temps-là de début de saison pour tester les balles, tester vos bâtons en début de saison. Puis dès que vous allez retrouver vraiment vos sensations complètes en plein milieu de l'année, mais là, vous allez vraiment avoir la performance de votre équipement. C'est excellent. Merci infiniment, Max, de tous tes conseils. Je pense qu'on va avoir plein de choses à faire d'ici le début de la saison, de faire examiner justement nos bâtons, les prises, toutes les fines rainures pour voir l'usure qui est là, pour aller te montrer ça pour que tu nous fasses le grand ménage et tu puisses nous aider. En tout cas, chose certaine, quand on parlait des pratiques hier, du type de pratique avec Pierre-Luc, puis là, des fois, on va sur les champs de pratique, puis tout le monde est avec son driver. Je me disais, bon, finalement, on devrait avoir 14 drivers dans notre sac si on pratique juste avec ce bâton-là. Mais tu remets encore l'emphase aujourd'hui que dans les coups d'approche aussi, c'est ce que je résume, d'avoir plus de bâtons de coups d'approche parce qu'on frappe une fois que notre driver, puis après ça, le reste des coups, c'est les autres bâtons, puis on perd beaucoup de points sur les coups d'approche. Fait que ça, c'est un autre bon point que moi, je retiens, aller chercher un peu plus de précision et d'équipement de ce côté-là. Alors, un grand merci. Je devrais dire merci aussi, évidemment, à Priscilla merci beaucoup. Qui avait toute une lecture à faire parce qu'on voyait les questions qui défilaient. Alors, sans elle, je pense qu'on n'aurait pas pu répondre autant à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Merci de votre présence aussi. Et évidemment, demain, c'est le jour 3. Alors, jour 3, on tombe dans encore du plus sérieux, essentiel pour avoir une partie qui se déroule aussi avec fluidité, parce que des fois, on va s'enfarger dans les règlements. Alors, c'est ce que M. Édouard Rivard va nous parler demain, donc des règlements de golf. Donc, on a eu des changements en 2019, il y a eu la COVID. Qu'est-ce que va nous réserver 2021 avec encore une COVID peut-être et à moitié? Donc, on va avoir, je pense, une rencontre forte, intéressante qui va nous mettre à ce niveau-là aussi. Alors, est-ce que tu auras un dernier mot, Max, avant qu'on se quitte? Non, honnêtement, merci beaucoup à Priscilla et à vous de nous avoir donné l'opportunité de partager cette information-là avec la clientèle en espérant que les gens puissent revenir pratiquer ici dans les prochaines semaines au Club B2 Golf. Si jamais vous avez n'importe quelle question, vous ne vous gênez pas, vous pouvez appeler, vous pouvez venir ici à Québec. On est au 710 Bouvier. Venez nous voir pour parler de vos bâtons ou de votre golf. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous aider puis que vous ayez une super belle saison qui s'en vient pour 2021. Absolument. Je pense qu'avec les deux belles présentations que vous avez faites hier et aujourd'hui, là, vous allez être fort occupés parce qu'on a des questions pointues pour vous autres qui vous attendent avec notre équipement. Alors, merci beaucoup, Max. Merci à tout le monde. Un gros merci. Merci beaucoup. Bienvenue. On se dit à demain avec M. Rivard pour les règlements. Alors, au plaisir de vous y retrouver. À bientôt.